Alors bonjour à tous, cette semaine on va s'intéresser à un nouveau chapitre d'histoire. Après avoir terminé le chapitre de géographie sur les mers et les océans, on va revenir à l'histoire et au 19e siècle. On s'était arrêté donc avec l'aspect plutôt économique, c'est-à-dire que la révolution des transports, la révolution de l'industrie, on a vu que l'Europe est passée à une société industrielle. Mais c'est aussi le 19e siècle, une grande période en termes de bouleversement politique. Et on va s'intéresser donc à cela dans ce chapitre. On va d'abord s'intéresser dans une première partie à la question de l'avancée du vote. Aujourd'hui, tous les hommes et les femmes en France de plus de 18 ans qui sont citoyens français peuvent voter, notamment pour les présidentielles. Cependant, en fait, cela n'a pas toujours été le cas. La conquête du droit de vote, elle a eu lieu tout au long du 19e siècle, et comme on va le voir en présent. Donc la question que l'on va se poser dans cette première partie de cours, on va se demander comment s'exerce le droit de vote en France entre 1814 et 1870. La pratique du vote en 1814 sera complètement différente en 1870. On va voir en fait comment elle va évoluer. Alors je tourne. Alors, les objectifs de cette partie, ça va être notamment de connaître les différents régimes politiques en France au 19e siècle, parce qu'en fait, il va y avoir beaucoup de régimes politiques. Il va y en avoir pas moins plus de 4. Il va falloir comprendre que le vote, il a été un enjeu d'affrontement politique au 19e, entre ceux qui voulaient l'avancée du droit de vote et ceux qui n'en voulaient pas. Et comprendre quelles sont les modalités, comment est-ce qu'on vote au 19e siècle comme on vote aujourd'hui. On va voir quelles sont les différences. Et le plus important, que la lutte pour la démocratie, donc c'est-à-dire un pouvoir qui vient du peuple, qui vient d'en bas et pas plutôt d'en haut, et la lutte pour la République, donc c'est-à-dire un régime qui est dirigé par un chef d'État qui a été choisi par le peuple, les deux sont indissociables. Et notamment en objectif pédagogique, on va essayer de travailler sur des documents avec des points de vue particuliers. Alors, je vous propose cette frise que vous allez revoir tout au long de cette partie, car elle représente en fait une période qui est volontairement large. Donc il y a différents régimes qui sont succédés entre 1814 et 1870, notamment 4. D'abord, on a eu les monarchies constitutionnelles avec la Restauration et la monarchie qu'on appelle la monarchie de Juillet. Ensuite, on a eu une république qui a duré 4 ans. Ensuite, le Second Empire, et enfin la Troisième République. Aujourd'hui, notre système est plus stable. On est depuis 1958 dans la 5e République. Donc de 1958 à aujourd'hui 2020, c'est la 5e République. Notre système est beaucoup plus stable qu'il a été avant. On va voir, alors faut pas s'inquiéter pour voir en disant « Oh, mais il y a plein de régimes, je sais pas si je vais les comprendre, je sais pas si je vais les retenir ». On va les voir un à un. Alors tout d'abord, on va s'intéresser à notre première partie, qui va être le vote durant la première période 1814-1848. Donc là, en fait, ça va être le vote pendant les monarchies. Il va y avoir 2 monarchies, mais il faut retenir que la monarchie, c'est lorsque le roi est au pouvoir. Il y a un roi au pouvoir. Et le pouvoir est héréditaire. C'est, donc comme je disais, elle est divisée en 2 périodes. Vous avez la période de la Restauration, de 1815 à 1830. La période ensuite de la monarchie de Juillet. Il y a eu, en fait, entre deux, pourquoi on parle qu'il y a 2 périodes? Parce qu'en fait, on a changé de famille entre les deux. Vous avez d'abord la Restauration, vous avez la famille des Bourbons, qui sont les successeurs de Louis XVI. Et en fait, entre les deux, il y a un des rois qui va être éjecté, et on va mettre une autre famille de rois à la place, qui est la famille d'Orléans. En gros, c'est des familles, c'est toujours des rois, mais c'est une famille différente. Ils sont cousins de cousins de cousins. Donc voilà pour cette première période. Il faut bien retenir qu'elle date de 1814 jusqu'à 1848. Donc tout d'abord, notre période, on s'en était arrêté à 1814. Je recommence, je m'étais trompée de diapo. Alors, on s'était arrêté à 1814 dans le chapitre précédent, notamment avec les conquêtes coloniales, aussi avec le chapitre sur la révolution industrielle. On s'était arrêté en 1814, donc je le disais, avec Napoléon Bonaparte.
Napoléon Bonaparte, qui a été donc l'empereur de 1804 à 1815. En 1815, 1814, 1815, l'empire de Napoléon, il s'effondre. Il est renversé du pouvoir. Notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec la défaite de Waterloo. Il revient 100 jours, donc il est exilé, il revient une première fois pendant 100 jours au pouvoir en disant « Mais regardez, je suis de retour !» Et puis on lui dit « Non, 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 on veut pas de toi !» Et hop, il est renversé de nouveau, et on met à la place Louis XVIII, qui restaure la monarchie. C'est pour ça qu'on appelle de restauration. Comme la monarchie, elle existait avant Napoléon et avant la Révolution française, on parle de restauration, on la remet en place. Donc il y aura Louis XVIII de 1815 à 1824, mais il y aura aussi Charles X de 1824 à 1830. Retenez surtout que la Restauration, il y a 2 rois et c'est les Bourbons. Retenez juste que pendant la Restauration, il y a des rois. Voilà. Alors, cette monarchie-là, faut savoir qu'elle est plus absolue. C'est plus une monarchie absolue lorsqu'on a connu avec Louis XIV, etc. Déjà, il y a eu un petit commencement avec Louis XVI. Vous savez, une constitution, donc la monarchie, elle est constitutionnelle. Donc, pour faire la différence, c'est que dans une monarchie constitutionnelle, le pouvoir du roi, il est limité. Je vous l'ai rappelé ici. Dans une monarchie constitutionnelle, le pouvoir du roi est limité par une constitution. Contrairement à dans une monarchie absolue, où le pouvoir du roi, il est illimité. Vous savez, il a le droit de juger les gens, il a le droit de faire des règles et il a le droit de faire des règles. Il a le droit d'émettre des lois et il a le droit donc de les exécuter. Alors que dans la monarchie constitutionnelle, il y a une charte constitutionnelle. C'est un document écrit qui permet de limiter les pouvoirs du roi et lui, il accepte cette limitation. C'est-à-dire que c'est une charte, c'est un contrat. Cette charte, elle prévoit notamment la mise en place de 2 assemblées. Mince, ça fait 4. 2. Vous avez d'abord la Chambre des pairs, qui reste quand même d'un côté pas très démocratique, dans la mesure où les gens qui sont dans cette chambre, ils sont nommés par le souverain. Donc, c'est-à-dire que c'est le roi qui va choisir qui va être dans cette chambre. Donc, ça veut dire que le roi, il va essayer de trouver des sympathisants. Il va essayer de trouver des partisans qui vont voter les trucs qu'il veut, lui. Alors, vous avez un contre-pouvoir qui va y être, c'est la Chambre des députés, et elle est élue par les Français. Alors, la Chambre des députés, elle est élue par les Français. Donc, c'est-à-dire, ça va être des Français qui vont voter pour des représentants. Mais est-ce que ce sont tous les Français? Non. C'est pas tous les Français. Donc, lesquels? Qui votent? Pourquoi? Comment ils font? Alors, tous les Français, déjà, ne votent pas. Vous pouvez éjecter les enfants et les femmes. Les femmes qui obtiendront le droit de vote que dans très très longtemps. Les Français qui votent un impôt. En fait, les Français qui votent, ce sont les Français qui votent un impôt. L'impôt qu'on appelle le cens. C'est pour ça qu'on va appeler cela un suffrage censitaire. Alors, le mot suffrage, c'est un mot assez compliqué pour dire que c'est un vote dans lequel on exprime une opinion. Donc, retenez que suffrage, en fait, ça vient d'un mot latin qui veut dire que c'est l'action de voter. Et suffrage censitaire, donc on retrouve le mot sens. Censitaire qui veut dire c'est un suffrage, on vote lorsqu'on paye un impôt. À l'époque, c'est 300 francs. Pour retenez le sens 100. Vous entendez 100 et vous dites qu'il faut, oh là là, faut payer plus de 100, là, à l'époque, 100 francs pour pouvoir voter. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une petite partie de la population qui peut accéder au droit de vote. Donc ce sont déjà les hommes et donc qui payent ce sens. Pourquoi est-ce que on décide de limiter l'impôt? Déjà, ceux qui ont considéré que les gens qui avaient le droit de voter, c'était ceux qui payaient un impôt, parce que on voulait limiter ce droit pour éviter que n'importe qui aille voter. C'était dans la conception, c'était pas concevable que tout le monde puisse voter. Il fallait choisir. Il fallait que ce soit des personnes qui puissent réfléchir. Ils considéraient que le bas peuple, eux, ils pouvaient pas voter. Enfin, ils étaient pas assez intelligents pour voter. Et en plus, avec l'argent, c'était facile de corrompre. Charles X, donc le roi qui est de 1824 à 1830, il était de cet avis-là. Pour lui, tout le monde ne pouvait pas voter. Donc en fait, il a essayé de limiter ce droit, encore plus qu'il ne l'était. Sauf que en fait, les Français qui avaient déjà commencé à acquérir ce droit avec la Révolution française, pour eux c'était un droit qui devenait important. Ils ont dit mais qu'est-ce qu'il fait? Non,
non, non, non, nous, on veut notre droit de vote. Donc, il y a eu une révolution. C'est-à-dire que les Français ont manifesté, ont renversé le roi, pour dire, bah non, tu ne veux pas qu'on ait le droit de vote, eh bien, pars. Du coup, en fait, on a changé de branche familiale. En révolution de 1830, comme je vous le disais, Charles X, il quitte le pouvoir et on met à la place Louis-Philippe d'Orléans qui leur a dit « Vous inquiétez pas, je suis de votre avis, moi je vous donne le droit de vote. Moi je vais l'élargir, vous allez voir, beaucoup plus de monde va pouvoir voter. » C'est comme ça que il arrive à accéder au pouvoir. Donc en fait, il permettait ça aussi, ça permettait d'être plus sympa. Donc la monarchie de Juillet, vous voyez, il baisse le cens et l'âge pour voter. Donc c'est-à-dire que certaines personnes plus jeunes peuvent voter et donc on peut payer moins d'impôts pour pouvoir voter. Ce bonhomme, il a régné quand même 18 ans. Donc de 1830 à 1848. Alors faut savoir aussi que c'est le dernier roi de France connu, c'est-à-dire qu'après lui, il n'y aura plus jamais de roi de France. Il fait descendre donc l'impôt de 300 à 200 francs et il y a environ 240 000 personnes à l'époque donc qui peuvent voter, soit un tiers de la population active des hommes, étant donné que là encore, toutes les femmes ne peuvent pas voter. C'est un sacré changement, mais seulement c'est pas encore assez. Parce qu'en fait, Louis-Philippe, il y a quand même des opposants qu'on va appeler les républicains. Les républicains, ce sont des personnes qui militent pour le suffrage universel, c'est-à-dire la possibilité à tous les hommes de voter sans condition. Donc c'est là où vous devez faire la différence entre suffrage censitaire et suffrage universel. Donc ces républicains, ils vont militer pour la démocratie et la République. À la différence de la monarchie, comme je disais, la République, ça veut dire que c'est un chef d'État qui va être élu par le peuple. Les républicains, ils réclament le suffrage universel et ils vont faire donc des rassemblements et des manifestations. C'est un peu les républicains, à l'époque, les manifestations, c'est un peu les gilets jaunes du 19e siècle. Ils organisent des rassemblements pour obtenir des réformes et à Paris, Louis-Philippe, et non pas Édouard Philippe, il interdit un de ces rassemblements, ce qui cause une nouvelle révolution en 1848. Oui, en fait, les Français, ils rigolent pas. Lorsqu'on essaie de leur interdire quelque chose, eh bien, ils font une révolution. Le roi s'enfuit, et donc c'est la victoire des Républicains. La République est proclamée. Donc, à partir de ce moment-là, on n'aura plus jamais droit de France, et il va y avoir des sacrés changements au niveau politique, et notamment au niveau du droit de vote. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie du cours, donc cette première partie-là qui concerne la monarchie. Comment est-ce qu'a évolué le vote donc pendant la monarchie? Ce qu'il faut retenir, donc, c'est l'idée de suffrage censitaire, qu'il faut payer un impôt pour le vote pour pouvoir voter dans les monarchies constitutionnelles. Bien, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.